Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque samedi pour le Zogma à quoi tu joues hebdomadaire. On va parler de 4 jeux, on va parler de Age of Rome, on va parler de Fleet, The Dice Game, on va parler de Star Wars, The Clone Wars, le jeu pandémique dans l'univers de Star Wars. On va parler de Legendary Encounters, le modèle X-Files. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder le timer pour aller directement au jeu qui vous intéresse si les 4 ne vous intéressent pas. Laissez-moi un petit commentaire sur vos avis sur le jeu, sur à quoi vous avez joué. Aujourd'hui, on espère que j'aurai un ton un petit peu moins rouge, parce que je sais pas, depuis que j'ai changé d'angle de lumière, je suis toujours ultra rouge. On a l'impression que je suis un petit cochon. Et puis, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite d'ailleurs par Fleet, The Dice Game, parce que c'est un événement sur la chaîne, j'ai bien dit un événement, c'est que c'est mon premier travail de commande. Travail de commande totalement gratuit, bien évidemment, mais c'est une abonnée, Amélie, si je dis pas de bêtises, et si je dis une bêtise, désolé, mais normalement ma mémoire ne me fait pas faux bon. Elle m'a envoyé un commentaire me demandant si j'avais déjà joué à Fleet the Dice Game, et je lui ai dit que non, que je le possédais. Je le possédais déjà depuis peut-être 6 mois, mais que j'avais jamais pris le temps de le lancer. Elle m'a dit bah go, parce qu'apparemment elle cherchait des avis pour savoir s'il fallait se le procurer. Et je me suis dit ok, on est dimanche, j'ai rien à foutre, donc j'ai essayé Fleet the Dice Game. Alors pourquoi je l'avais toujours pas testé depuis le temps, c'est que c'est un jeu de Benjamin Pinchback et Matthew D. Riddle, édité par Griffon Games, pardon. Et en fait, ce sont les mêmes auteurs que Three Sisters. En fait, c'est leur deuxième jeu, ça c'est leur premier jeu. Le troisième, c'est Motorcycle, et il y en a bientôt un autre qui va sortir en Kickstarter, si je dis pas de bêtises. Et Three Sisters, c'est un peu le roll and write à combo qui est qu'on retrouve dans tous les tops anglais. Il y a plein de Français qui disent c'est le meilleur roll and write du monde. Moi, j'aime pas les roll and write, mais celui-là, il est bien, etc. Et je l'avais acheté et finalement, j'avais été un petit peu déçu. Certes, le jeu était bien, sensation de combo très plaisante, mais finalement très facile. Le scoring solo qui était écrit sur le petit livret, dès la deuxième partie, je l'avais atteinte. J'avais pas l'impression qu'il y avait une grosse rejouabilité, j'avais l'impression qu'il y avait une manière bien plus efficace que les autres. Et donc très clairement, moi j'ai été déçu. Après, toujours les jeux qu'on survend, on est toujours un petit peu déçu finalement. Là, j'avais été clairement déçu. Donc celui-là, je m'étais dit, c'est leur premier jeu, il va être moins bon que leur deuxième jeu, donc si j'ai pas aimé Three Sisters, je vais pas aimer Fleet the Dice Game. Et il y a quand même quelques mois, j'ai essayé de lire les règles, c'est en anglais, forcément le jeu n'est pas sorti. Alors, si je crois que celui-là il est sorti en France, mais il est plus trouvable en version française, donc je l'avais acheté en version anglaise, et j'avais essayé de lire la règle un dimanche, alors que ma fille arrêtait pas de parler, donc finalement j'avais rien compris, j'avais laissé tomber. Et du coup là, je me suis lancé, règle très simple, parce que finalement je crois qu'il y a 6 pages de règles, c'est un roll and write, et le premier gros point fort du jeu, clairement on va se le dire tout de suite, c'est le matériel. Alors les fiches, ce sont des fiches toutes bêtes, c'est dans un univers de bateaux, de quais, de ports, etc. Donc c'est rien de fou, mais les dés sont vraiment très sympas. J'espère que je vais vous trouver une petite photo de ces dés. Il y a 2 types de dés, des dés bateaux qui vont correspondre en fait au type de poisson qu'on va pouvoir pêcher. Donc on a des espadons, on a des homards, etc. Les dés sont très sympas, et puis des dés plus classiques qui correspondent aux améliorations du port, mais les dés sont vraiment très jolis, et dans un roll and write, comme on va passer notre temps à lancer les dés, c'est quand même très plaisant d'avoir ces beaux dés. Le jeu est vraiment assez accessible, il est bien segmenté en plusieurs phases qui sont récapitulées sur votre petite fiche de jeu, et d'ailleurs un tour sur 2 on va pouvoir pêcher, récupérer des poissons grâce à nos bateaux, et finalement ça on va pouvoir le faire les tours pairs. Au départ, je me dis, ça va être chiant, il va falloir se rappeler quel tour on est. Non, justement, il y a une petite aide de jeu sur votre fiche où vous allez cocher chaque phase, chacune des 3 à 4 phases de chaque tour. Et donc, vous savez exactement où vous en êtes, vous savez exactement si c'est le tour où il faut pêcher ou pas. Et ça, c'est plutôt cool. Vous lancez les dés, vous lancez autant de dés que de joueurs plus 1. Donc, en solo, vous lancez 3 dés parce que vous allez affronter un adversaire, le capitaine. Et du coup, vous lancez 3 dés. 3 dés de la phase bateau, c'est-à-dire les 3 dés bateau. Vous lancez un dé, vous choisissez le poisson, et en l'occurrence, vous avez une piste homard, une piste espadon, etc. Vous cochez toujours la case la plus haute. Sur cette colonne, vous allez avoir la possibilité de récupérer des licences, des permis, ces permis qui vont finalement vous donner des petits bonus lors d'actions bien précises. Un bonus de pièces lorsque vous serez à la phase de revenu, un bonus de pièces lorsque vous allez passer à la phase de pêche, etc. Donc on a vraiment des bonus qui vont pouvoir s'activer à certains moments clés du tour, pas immédiatement, mais à des moments clés du tour. Et vous allez pouvoir également récupérer des bateaux qui finalement, lors de la phase pêche, pour chaque bateau, vous récupérez un poisson sur ce bateau, et un poisson, c'est un point de victoire. Donc finalement, plus vous allez avoir beaucoup de bateaux en début de partie, plus
vous allez avoir le temps de les fructifier, puisqu'il y aura 4 phases de pêche pendant toute la partie, il n'y aura que 8 tours dans la partie, et donc finalement si vous avez 10 bateaux dès le premier tour, lors de 4 phases de pêche, ça vous fera un nombre de points hallucinant qui est même impossible à avoir. C'était juste un exemple pour l'explication. Et donc une fois que vous avez choisi votre dé, eh bien l'automa, l'adversaire, va choisir son dé. Finalement lui il ne va pas avoir de fiche, le seul objectif de cet automa c'est de vous bloquer des possibilités sur votre grille. Parce que vous cochez votre grille en partant du haut vers le bas, lui s'il prend le dé des crevettes, finalement il va vous faire cocher, vous faire barrer les 2 dernières cases de votre colonne, ce qui fait que vous ne ferez pas les plus gros bonus de la colonne. Donc à choisir qu'est-ce que vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez lui laisser, histoire que il n'empiète pas trop sur votre stratégie qui barre plutôt une colonne où vous n'avez pas trop prévu d'aller. Et enfin, il reste un dé, c'est le dé commun. Vous allez faire tous les deux le bonus de ce dé. Donc c'est-à-dire vous allez cocher une case et lui va vous barrer une case la plus basse. Une fois qu'on a fait ça, on récupère des revenus. Revenus qui peuvent être augmentés du coup par certains permis qu'on va débloquer. Si on est sur une phase paire, on va donc pêcher. Et enfin, on va passer à la phase port. La phase port, c'est la deuxième fiche que vous allez voir, c'est bien fragmenté. Vous avez donc 3 nouveaux dés et vous lancez ces dés. Sur ces dés, vous allez pouvoir accéder au marché. Marché, finalement, ça va vous permettre d'avoir de l'argent en fonction du nombre de poissons que vous avez dans vos bateaux. Et en fait, l'argent, souvent, l'argent, c'est pour acheter, débloquer certains trucs, il va falloir gérer. Là non, l'argent, toutes les 5 pièces, vous allez avoir une action bonus, vous allez pouvoir faire une croix où vous voulez. Donc finalement, c'est très rentable d'essayer d'avoir le plus d'argent possible. L'autre possibilité, c'est d'avoir le phare. Le phare, ça vous permet d'améliorer finalement votre quai. Ça va vous permettre d'acheter des bâtiments qui vont vous permettre de modifier la valeur de dés, qui vont vous permettre de relancer des dés pour être plus précis, qui vont vous permettre d'avoir des points de victoire directement, qui vont vous permettre d'améliorer la phase de marché. Bref, ça va être des améliorations sur le long terme. Et l'autre possibilité qui est très importante, c'est d'améliorer le port. Le port, ça va être des bateaux bien particuliers. Ça va être un bateau de plaisance qui va pouvoir pêcher à des phases qui ne sont pas des phases de pêche, et surtout le plus gros, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bateau qui va vous permettre de débloquer un autre permis, une autre license, un permis qui va vous donner des points de victoire en fonction d'un type de scoring que vous allez choisir. Donc clairement, il ne va pas falloir partir tout de suite sur ce bateau-là, il va falloir choisir d'autres choses pour savoir vers quelle direction vous orienter, histoire de choisir le scoring qui va marquer le plus possible. Donc là aussi, vous prenez un dé, l'automa prend un dé et donc barre des cases qui ne seront plus disponibles, et enfin, il y a un dé commun. Vous faites ça 8 tours, et l'objectif, c'est d'avoir finalement le plus de points possible, c'est-à-dire essayer d'avoir plus de 85 points pour devenir un salty quoi? Je ne sais plus. Lors de ma première partie, j'ai été un petit peu déçu. Je me suis dit, ouais, finalement, il n'y a pas trop de combos, c'est un peu plat. On coche une case, de temps en temps, on a un bonus qui s'activera lors de certaines phases, mais pas tout le temps. J'ai trouvé ça un petit peu moyen, puis je me suis dit, allez, je vais refaire d'autres parties, c'était rapide, j'aime bien les dés, il y avait un petit match de foot en fond à la télé, ça marchait très bien. Et finalement, cette semaine, j'ai fait 23 parties. 23 parties de Fleet the Dice Game. Plus on joue, plus on comprend comment ça fonctionne, plus on comprend comment comboter. C'est pas du combo direct, mais finalement, la plupart des bonus qu'on va récupérer, c'est de l'argent qui s'activera à certains moments clés. Donc il va falloir essayer de trouver comment bien faire fonctionner les choses dans le bon ordre pour essayer d'avoir toujours le plus d'argent possible, avoir débloqué le plus de bateaux possible lors de la première phase de pêche, rapidement avoir des bonus de permis, parce que si ces bonus de permis, vous les avez à la dernière manche, vous n'avez pas le temps de les rentabiliser. Donc finalement, c'est un vrai casse-tête pour essayer de bien lancer la machine. En plus, au départ, vous lancez un dé bateau, ça va vous donner un bateau où vous allez commencer directement avec un bateau et un permis de ce type-là. Donc vous n'allez pas toujours commencer la partie vers la même stratégie, vous aurez déjà un des 5 axes qui sera un petit peu débloqué, ce qui va faire que on va s'orienter dans un sens ou l'autre. Le scoring maximal est pas facile à avoir, je n'ai eu que 2 fois le scoring des plus de 85 points, je ne suis peut-être pas le meilleur non plus. Pour l'instant, mon record c'est 94 points. Ce qui je pense plutôt pas mal. Et j'ai mis 20 parties avant de dépasser les 85, et là je vous ai dit, je crois que je suis à 23, 24, j'ai déjà oublié. Mais finalement, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué cette semaine. Au départ, il ne paie pas de mine, mais finalement, il est assez profond. Il n'y a pas qu'une seule stratégie viable, il y en a 2 ou 3. Il faut toujours réussir à les optimiser, il faut réussir à tout bien entremêler, à essayer de réussir le plus de choses possibles, mais il n'y aura pas une seule façon de le faire. Et en ça, c'est une pépite. Si vous aimez les roll and write, clairement, achetez-le, même si c'est de l'anglais, les règles sont ultra simples,
Une fois en jeu, on n'a pas vraiment besoin, l'iconographie est suffisamment claire, il y a un petit peu de texte, mais rien de compliqué. Franchement, une belle découverte. Je suis content de finalement l'avoir lancé. Merci Amélie de me l'avoir proposé. Et du coup, je suis très intéressé pour voir de quoi traite Motorcycle, qui apparemment est le meilleur des trois. On va passer ensuite sur le beau bébé Legendary Encounters X-Files. Je vais le poser parce que comme ce sont des cartes, elles sont toutes mises comme ça à plat. Si je mets trop la boîte debout, tout va tomber. Jeu que j'ai acheté neuf. Et la petite anecdote qui est un peu inutile, c'est que je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted ou Le Bon Coin, et le mec le vantait à un prix correct, 80 €, et il disait qu'il y avait un angle qui était abîmé, qui était arraché, qu'il l'avait rescotché, mais qu'il l'avait reçu comme ça. Mon cul, ouais, on les connaît les mecs qui reçoivent des boîtes abîmées, et en fait c'est pas du tout des boîtes qui... Et ben en fait si, parce que moi je l'ai acheté neuf, sur Amazon, et donc il avait encore son blister, etc. Et en plus qu'il y a un joli coup de cutter, qui se voit un petit peu mais pas trop, mais il est quand même présent, et ben j'ai reçu la boîte comme ça, alors que le blister autour était en parfait état. Donc effectivement, il y a l'air d'avoir des gros problèmes de fabrication chez Legendary. Alors le jeu est neuf, mais date quand même de 2018, donc c'est sûr qu'il a 6 ans, mais il a quelques pets, et alors que je l'ai acheté neuf, alors finalement je l'ai acheté neuf, mais moins cher que, parce que je l'ai eu à 70 €, je l'ai eu moins cher que le prix si j'avais eu d'occasion, donc finalement c'est bien, mais je ne l'ai pas reçu en super bon état. Legendary Encounters X-Files, finalement, ça va être exactement le même jeu que Legendary Aliens, dont on a parlé, dont on a fait une vidéo il y a quelques semaines, et qui avait été vraiment une bonne... allez, on va dire un coup de cœur. Le terme est peut-être un peu fort, mais une belle sensation. Un deck building assez accessible, finalement avec assez peu de notions de combo, mais il y avait une grosse ambiance, on se sentait vraiment dans l'univers alien, les dessins étaient sympas, il y avait vraiment cette peur d'avoir des aliens qui vont nous sauter à la tronche, d'avoir le facehugger qui allait sortir au niveau de notre deck. Donc clairement, niveau ambiance, niveau thématique, c'était parfait et c'était marquant. D'autant plus que dans cette gamme de jeux, en plus d'avoir 500 cartes dans la boîte, on a toujours un tapis de jeu. Un tapis de jeu pour avoir tous les emplacements, et dans celui d'Alien, il était vraiment très joli, c'était franchement sympa. Là du coup, très chaud pour me lancer dans l'univers de X-Files. Aucun intérêt particulier avec X-Files. Je n'ai jamais vu un seul épisode X-Files. J'étais un peu trop petit quand c'était à la télé. Moi, je suis né en 90, donc je devais avoir 7-8 ans lors de la... Bon, il y a eu une dizaine de saisons, donc ça a duré une paire de temps, mais voilà, moi, j'ai jamais vu X-Files. Point. Mais finalement, ceci dit, moi, je suis assez ouvert sur les thèmes, et ça ne me dérange pas de jouer à un jeu si j'ai pas les refs. Premier problème pour moi, mais finalement, ça je le savais déjà, c'est que on a vraiment des images tirées de la série, notamment des 9 premières saisons. Ça va reprendre l'histoire des 9 premières saisons. C'est vraiment des images de films. Je le savais, tous les Legendary Encounters sont des images tirées des films, que ce soit Buffy, que ce soit James Bond, etc. C'est comme ça. Moi, j'avais bien aimé Aliens, justement parce que c'était pas des images du film, c'était des images dessinées, du comics, mais il y avait pas mal de gens qui auraient préféré avoir des images de film. Là, du coup, c'est le cas. Moi, ça m'embête, mais je le savais, c'est pas pour ça que je l'ai pas acheté. Mais ça m'embête d'autant plus que comme c'est une série des années 90, clairement on voit que c'est du 480p, voire du 360p. Ce sont des petites cartes, mais on ressent le grain, on ressent le contour flou des personnages. C'est pas franchement des belles cartes, surtout que du coup ce sont toujours des personnages, des êtres humains. C'est pas non plus le jeu le plus fou du monde. Ceci dit, si vous êtes fan de la licence, vous allez reconnaître tous vos personnages préférés, et ça c'est cool. Le design aussi du jeu en lui-même est pas fou. Le tapis de jeu, il est globalement comme la boîte, vous l'aurez vu probablement en photo, mais il est tout bleu, avec le X en fond. C'est très sobre, c'est très sommaire, ça manque un petit peu de détails. J'aurais bien aimé avoir des petits aliens, des petits trucs, un peu comme dans le Aliens, donc celui-là il est assez sobre. Et au niveau des designs des cartes, comme finalement X-Files, on va être un bureau d'enquêteurs sur le surnaturel, pas sur le surnaturel, sur les menaces extraterrestres, et les cartes, globalement, ça va être des dossiers, comme si c'était des dossiers de telle ou telle affaire sur laquelle on enquête. Donc c'est une grosse carte où globalement ça va être comme une feuille d'un dossier, puis une petite photo au milieu. Ça va être assez monochrome, assez peu esthétique, c'est pas très très joli. En pratique, au plus on joue, plus on passe à côté, au plus on passe à travers plutôt, ça fait le travail. Mais au départ, on se dit que ouais, c'est quand même pas le jeu le plus joli, ils auraient pu faire un petit truc un peu plus sympa. Par contre, au niveau des ennemis, finalement,
On va avoir 9 saisons au niveau des événements, 9 saisons. Chaque saison, il va y avoir une quinzaine de cartes. Alors j'imagine qu'il y avait à cette époque-là plutôt 25 épisodes par saison, mais finalement 13 ou 14 cartes par saison, ça fait quand même qu'on a quand même pas mal d'épisodes qui sont retracés, et à chaque fois on a une photo d'un alien, d'un esprit, d'un truc surnaturel ou extraterrestre qu'il y avait dans la série. Et donc finalement là on a des monstres, on a des trucs un peu gore, on a des mecs qui se font égorger, je suis peut-être un peu exagéré, il y a des zombies, etc. Donc finalement les 4 rencontres sont assez stylées, même si je ne connais pas les personnages. Les voir comme ça sur les cartes, on arrive à se plonger dedans et ça nous donne envie de connaître un peu l'histoire du bonhomme. Voilà. La particularité des Legendary Encounters, c'est que c'est un mécanisme de jeu. On a la gamme Legendary, on peut prendre nos cartes X-Files et aller jouer contre un alien, ou même ramener Spider-Man et faire le truc. On a une grosse mécanique de jeu qui est semblable, on a une iconographie qui est semblable. Donc finalement, si vous avez vu ma vidéo sur Aliens, ça sera un peu le même jeu. Là, je vais vous parler juste un petit peu de la subtilité, parce que chaque opus aura son petit gimmick supplémentaire. Là, finalement, on va être des enquêteurs. Donc, on ne va pas affronter un boss de fin, on va devoir résoudre une affaire, on va devoir résoudre une menace extraterrestre qui plane sur nous. Et donc, pour ça, on va devoir trouver des preuves. Si on n'arrive pas à trouver les preuves qu'il y a cette menace, et ben, la menace à la fin du jeu sera plus importante. Cette menace, c'est quoi? C'est une carte tirée aléatoirement parmi une vingtaine, qui nous donnera finalement notre condition de fin. Et cette condition de fin, ça sera quand même une sorte de boss, même si ce ne sera pas un monstre à proprement parler, ça sera plutôt une menace, mais il faudra la combattre. Sauf qu'il faudra la combattre à plusieurs reprises, un peu comme dans Apex Theropod. Quand vous arrivez à lui faire des dégâts, vous allez piocher une carte dégâts et ça va vous donner une valeur du coup un peu aléatoire. Donc si vous n'avez pas de chance, vous allez faire 3 fois d'affilée 0 points de dégâts, ou peut-être que vous allez faire 4 points de dégâts. Et ça c'est plutôt sympa, ça donne un petit peu d'aléa. Les preuves, il va falloir les trouver en cours de partie, sinon si vous n'avez pas découvert ces preuves quand la fin du jeu arrive, eh bien ce sont des bonus qui vont être associés à la fin du jeu. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus utiliser les cartes avec telle icône, vous ne pourrez plus faire telle action. À chaque tour, vous pourrez utiliser que vos dégâts ou que votre capacité d'acheter. Donc il va y avoir ce petit gimmick. Et comment on révèle les preuves? Eh bien, dans le deck rencontre, on va avoir 3 cartes lead, c'est-à-dire des cartes qui vont nous dire, eh bien, vous pouvez révéler une preuve si dans un tour vous arrivez à faire ça. Et vous pouvez éliminer cette preuve si vous arrivez à faire une deuxième fois ça. Et donc ça, vous n'aurez que 3 cartes. Donc finalement, si la carte disparaît, sort de la rivière avant que vous ayez réussi à faire l'action, eh ben, la preuve va rester en jeu. Donc il ne faudra pas vous louper. Dès qu'il y a cette carte lead qui apparaît, il faut arrêter. Tant pis si vous prenez des dégâts des ennemis qui sont là, il faut vraiment essayer de la résoudre pour faciliter la fin du jeu. Ça, finalement, c'est la grosse particularité au niveau du gameplay. La deuxième, c'est que dans Aliens, vous l'avez vu, le headquarter, le QG, la zone où vous allez acheter des cartes pour améliorer votre deck, eh bien, vous voyez tout le temps ce qui était écrit dessus. Là, ça va être face cachée, parce que on est dans un bureau ultra privé, et il va peut-être y avoir des menaces, des gens qui sont infiltrés, qui ne sont pas vraiment nos amis. Donc finalement, les cartes du marché vont être face cachée, il faudra dépenser de l'argent pour pouvoir révéler les cartes et ensuite acheter les cartes. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter les cartes dans le même tour, hein. Une fois qu'elles sont révélées, mais quand vous achetez une carte, la prochaine carte sera face cachée. Donc il va falloir toujours essayer d'enquêter sur les agents qui sont au niveau de votre bureau pour pouvoir les recruter pour votre deck. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez recruté, sur le tapis, à la zone où vous avez pris la carte, il y a un pouvoir. Donc il y a 5 pouvoirs en tout. Forcément, la zone où ça coûte plus cher pour révéler la carte, le pouvoir est plus fort. Pouvoir qui peut notamment vous permettre de soigner vos dégâts, ou sinon d'autres qui vont vous permettre de prendre des cartes croyances, d'autres des cartes doutes, parce qu'il y a une petite mécanique de gestion de psyché de personnages, et puis tout simplement de mettre les cartes au-dessus ou en dessous du deck au lieu de les mettre directement dans la défausse. Voilà, ça c'est pour les grosses particularités. Des petits gimmicks qui sont pas fous, faut se le dire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même un plus gros potentiel de rejouabilité, même si ça va reprendre un peu la même base, c'est-à-dire qu'on a l'équivalent finalement de 3 films, parce que finalement, chaque film ici est composé de 3 saisons, donc on a un peu la même chose, mais il y a une plus grosse rejouabilité, parce qu'il y a plus de preuves différentes qui vont modifier la fin du jeu, il y a plus de boss de fin, parce qu'il y a beaucoup plus de fins de jeu, il y a des personnages tirés aléatoirement au début de partie qui vont vous permettre de vous aider, ce sont des informateurs. Quand vous créez votre deck, si vous choisissez la saison 1, vous n'allez pas prendre toutes les cartes de la saison 1, vous allez en prendre que 2 tiers. Donc finalement, il y a toujours un tiers des cartes qui ne ressortira pas pour chaque saison. Donc il y a vraiment beaucoup plus de modularité au sein de chaque partie. En plus, vous avez un mode de jeu qui est le mode de jeu série ou je ne sais plus quoi. Vous pouvez enchaîner 3 parties d'affilée et à la fin de chaque
épisode, c'est-à-dire une partie, vous pourrez tirer une carte Cliffhanger qui va vous donner un malus ou un bonus, mais généralement plutôt un malus pour le prochain épisode, et ça c'est plutôt cool. Alors ça vous oblige d'enchaîner plusieurs parties, pas forcément de suite, mais ça vous oblige d'en faire plusieurs pour profiter de ce petit gimmick, mais ça c'est plutôt sympa. Mais finalement, le design du jeu n'est pas fou, on n'a toujours pas de petites mécaniques de combo extraordinaires, les pouvoirs des cartes sont pas fous, l'ambiance, on a moins cette thématique. Là, ok, on révèle des cartes, on a l'impression, il y a une mécanique d'enquête, mais finalement c'est assez plat, c'est juste retourner une carte et c'est tout. Là où vraiment dans Aliens, on sentait vraiment ces aliens courir vers nous, il y avait la menace du facehugger qui pouvait arriver à tout moment, on se sentait menacé. Là c'est un peu plat, on va retourner des cartes. En plus, dans Aliens, la reine alien, enfin le boss de fin, n'était pas forcément la dernière carte du jeu. Donc en fonction des parties, ça pouvait arriver plus ou moins tôt, on était plus ou moins près, là où on sait que le endgame, c'est vraiment la dernière carte, ce qui fait que les parties seront assez longues, vous êtes obligé de passer toutes les cartes avant d'arriver à la fin, vous n'avez pas moyen de squeezer tout ça, donc la partie va toujours durer à peu près 50 minutes, donc ça semble un petit peu long. On pourrait se dire, oui, mais est-ce que c'est licite de le comparer à Aliens? Bah oui, c'est licite parce que Alien date de 2014, celui date de 2018, donc clairement celui-ci est plus récent, et je trouve que finalement, il ne fait pas les choses mieux que Alien. Moi, je lui préfère toujours Alien, je suis content de l'avoir essayé, j'en ai fait 4 parties, mais clairement, je trouve ça trop long, trop plat, j'ai pas l'impression de vivre un truc, je suis passé quand même un petit peu à côté. Et d'ailleurs, on a oublié de dire, mais je l'aurais mis en incrustation, Fleet the Dice Game, c'était un Zugmador, bah oui, je crée un truc et j'oublie totalement que ça existe parce que j'ai plus l'habitude, hein, ça fait 1 an que je fais des vidéos, donc ça fait 1 an que je fais exactement la même chose, donc ça me passe ailleurs. Donc Fleet the Dice Game, c'était, de toute façon, en ayant fait 23 parties, 24 parties, forcément, c'est que c'était un Zugmador. Legendary Encounters, c'est un Zugma de bronze. Le jeu marche quand même bien, si vous n'avez que celui-ci en Legendary, vous allez bien vous amuser, mais clairement, je lui préfère quand même Aliens. Je trouve que ça reprend les mêmes mécaniques, mais que le petit gimmick supplémentaire, finalement, est moins intéressant que dans celui de base. Voilà, donc c'est un Zugma de bronze pour Legendary Encounters. On passe ensuite à Star Wars The Clone Wars, le Pandemic. Donc c'est un jeu de Z-Man Games, c'est un jeu d'Alexander Ortlov basé sur Pandemic, le jeu de Matt Leacock. Ce sont des images faites par, je sais pas, si par Atta Kanahani. Moi j'avais fait il y a quelques semaines, quelques mois, World of Warcraft, The Wrath of the Lich King. J'avais abandonné à la fin de la partie, enfin j'avais fini la partie, mais clairement j'ai absolument pas eu envie de refaire, j'avais trouvé ça un petit peu plat. Voilà, j'avais trouvé ça plat. Et vous m'avez tous dit, teste plutôt Clone Wars, teste Cthulhu, c'est un petit peu mieux, j'étais pas chaud, j'étais pas convaincu, mais je les ai trouvés en solde les deux, donc finalement je me suis lancé. Et niveau thème, moi Star Wars, je suis fan, mais j'étais toujours tout aussi fan de Wrath of the Lich King, de Warcraft, peut-être même encore plus de Warcraft. Donc finalement, c'est pas le côté thème qui va me faire dire que c'est celui-là qui est fait pour moi. Mais clairement, c'était sans être une pure surprise, j'ai trouvé ça beaucoup plus convaincant. Si j'avais dû donner un Zogma à l'autre, ça aurait été un pas de Zogma ou un Zogma de plomb, je sais pas, on n'a pas encore trouvé le nom officiel, mais j'avais été un peu déçu. Celui-ci, j'en ai fait 3 parties, ce qui est 3 fois plus que le premier. Déjà, niveau du matériel, on a ce gros plateau avec toutes les planètes, et autant Wrath of the Lich King, c'est tout bleu, c'est de la neige, c'était un petit peu trop terne. Là, c'est vrai qu'il y a des couleurs, ça donne envie. Au niveau du petit matériel, on avait des ghouls qui étaient des petits plastiques bleus tout moches, ça ressemblait même pas à des ghouls. Là, on a ce petit côté un peu violacé des robots, mais il y a plusieurs postures différentes, ils sont assez fins, ils sont un peu mignons. Ce côté un peu parme, finalement, va plutôt bien aux robots, même si clairement on sait bien que les robots ne sont pas cette couleur officiellement, mais ça passe plutôt bien. On n'a pas qu'un seul boss, on a 4 boss différents. Alors, Asajj Ventress, qui est clairement le boss pour débuter, vous n'allez pas le refaire, vous allez le jouer qu'une seule fois parce qu'il est vraiment trop simple, mais vous avez du coup 3 autres boss différents. On a le Comte Dooku, on a Darth Maul, et puis on a le Général Grievous, qui ont chacun leur petit paquet, leur petit deck de pouvoir, et donc ils vont se jouer un petit peu différemment. Sinon, c'est exactement la même mécanique, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez piocher des cartes pour mettre des ennemis sur des planètes. Il y aura 2 planètes avec 3 ennemis, 2 planètes avec 2 ennemis, 2 planètes avec un ennemi. Vous allez placer vos boss, vous allez choisir vos 2 personnages, vos 2 Jedi, hein, il n'y a pas de mode solo pur. Dans celui-ci, vous devrez jouer 2 personnages, et vous allez avoir une main de 7 cartes. Ces cartes-là, finalement, vont avoir des couleurs. Une couleur correspond finalement à un pouvoir spécial qui est écrit sur la carte, qui est souvent, il y a 2 ou 3 pouvoirs au niveau des cartes, hein, c'est assez limité. Et puis,
eh bien, une petite icône. Ces cartes, vous allez les utiliser soit pour leur texte, soit pour l'icône, c'est-à-dire que eh bien, vous allez essayer de valider des missions. Ces missions, vous allez les tirer aléatoirement, il y en a quand même une tripotée, et pour le coup, ces missions sont intéressantes parce qu'elles sont légèrement scénarisées, c'est-à-dire qu'il y a un titre, ça va pas plus loin que ça, il y a une petite phrase de fluff, mais du coup, cette mission-là va pas être une mission totalement random, ça va être, si c'est une mission qui est sur Naboo, ça va vraiment avoir un petit lien avec l'histoire, vous allez comprendre pourquoi il y a ce texte-là, et en plus d'avoir un objectif de défausser un certain nombre de réussites pour valider cette mission, vous avez des fois une petite condition supplémentaire. Vous ne devez pas utiliser ça. Si vous faites ça, vous faites ça. Si vous validez ça, vous devez aller récupérer la carte. Vous pouvez récupérer la carte du Bad Batch, etc. Donc, on se sent un peu plus imprégné par la mission. On se sent un peu plus chevalier Jedi à affronter les différentes missions. Et ça, c'est plutôt cool. L'autre particularité, c'est que dans le jeu d'avant, dans le jeu Warcraft, vous dépensiez vos cartes pour l'icône, pour valider les missions, et donc il fallait souvent récupérer des nouvelles cartes. Là, la mécanique, c'est que vous n'allez pas dépenser vos cartes, vous allez les épuiser. Vous allez poser votre carte sur la table et l'incliner, ce qui fait que vous ne pouvez plus la réutiliser pour ce tour-là, vous ne pouvez plus la réutiliser avant votre prochain tour, donc si jamais on vous attaque, vous n'aurez pas de moyen d'utiliser des cartes pour vous défendre, mais du coup, vous allez garder vos cartes en main. Donc, vous allez avoir finalement si vous avez une bonne main, vous allez devoir essayer de la gérer pour pouvoir valider un peu toutes les missions. Par contre, si vous prenez des dégâts, ces dégâts, ce sont des cartes que vous avez en main que vous allez devoir épuiser. Donc petit à petit, si on vous attaque, vous aurez quand même de moins en moins de possibilités. Mais vous ne serez pas toujours obligé d'aller piocher pour récupérer vos cartes. Vous allez pouvoir les garder, savoir quand les utiliser pour les garder pour au moment de la défense ou quand est-ce qu'il faut les activer pour valider les missions. Finalement, voilà, je vais être assez bref, en plus j'ai l'impression que c'est plutôt mal expliqué, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une meilleure rejouabilité, niveau esthétique c'était plus joli, plusieurs ennemis qui vont être un peu plus intéressants, un peu plus de thématisation. Franchement, ça reste quand même pas un jeu fou, surtout en solo, je pense que ça se joue vraiment à deux, parce que là clairement, en solo, ça va être jamais l'explosion de joie, il va jamais y avoir des rires ou des pleurs dans tous les sens, mais bon, on prend une main, on fait nos petites actions, on le pose, on reprend une main, on fait nos petites actions, on pose. C'est pas fou non plus. Je pense qu'à deux, on va parler un petit peu plus, il y aura un peu d'ambiance, il y aura merde, lui il m'a fait des dégâts, attends viens, je viens t'aider à les tuer. Donc je pense que c'est plus vivant à deux, plus sympa à deux que d'autres jeux qui se jouent très bien en solo. Mais ceci dit, clairement pour un pandémique, entre Wrath of the Lich King et The Clone Wars, allez franchement sur Clone Wars, il est beaucoup plus plaisant. J'ai réussi à en faire 3 parties, ce qui n'était pas le cas du précédent. Donc, ça reste toujours pas un énorme coup de cœur pour moi. Donc, j'aurais tendance à vous dire que c'est un Zeugma de bronze. Ça fait le travail, ça met clairement dans le genre de jeu coopératif. Je ne suis pas sûr que ça soit un indispensable absolu. Ceci dit, si les mathématiques vous plaît, en plus il a été quand même pas mal bradé ces derniers temps. Au prix de base, 60 €, n'y allez pas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais il a été pas mal bradé à 30 €. Pourquoi pas, si vous aimez l'univers, que vous cherchez un petit jeu coopératif, ça marche quand même plutôt bien. Mais clairement, je pense qu'il y a bien mieux. Voilà, j'ai été très rapide parce que je me suis rendu compte que je l'expliquais très mal, donc ça sert à rien de laisser traîner en longueur. Là, on va passer maintenant au dernier jeu de la vidéo, un jeu que j'ai reçu de l'éditeur qui est Don't Panic Games. Je l'ai reçu il y a une paire de semaines maintenant et j'ai toujours pas tourné la vidéo parce qu'il y a trop de choses qui s'accumulent en même temps. Il s'agit de Age of Rome Ad Gloriam. Donc je vous ai dit que c'était édité localisé en tout cas par Don't Panic Games. C'est un jeu créé par Vangelis Eftimiou Antonios Yiannopoulos et illustré par Evan Scale. Alors c'est rigolo, c'est que ça a l'air d'être des auteurs grecs, donc peut-être qu'ils auraient pu faire Age of Athéna, même si ok on connaît l'assassinat de César, ça va se tourner autour, mais peut-être qu'il y avait moyen de faire un truc pareil avec l'assassinat d'un grec, histoire d'être un peu plus thématique avec ces auteurs qui semblent avoir des noms grecs. Bref, ici ça se passe justement après l'assassinat de Jules César et on va être tous là comme des vieilles raclures pour essayer de récupérer le rôle d'empereur, de s'approprier le Sénat, et donc on va s'affronter. Clairement c'est un jeu qui est pensé pour du multijoueur, mais le solo marche quand même plutôt bien. C'est un jeu qui est assez familial, je pense que c'est 2,2 de difficulté sur BGG, c'est initié moins. Si tout le monde est familier autour de la table, peut-être qu'il y aura quelques galères, mais s'il y a au moins un seul qui connaît un peu, qui sait un peu utiliser les règles de jeu, le jeu est très très fluide. Comment ça va se passer? Eh bien on va essayer de faire la guerre
pour redorer notre blason, on va essayer de récupérer des votes au Sénat, on va essayer de créer un panthéon, et donc pour ça on va avoir un plateau tournant. Il y a 4 zones, 4 régions autour du plateau, ça tombe bien, ça peut jouer à 4 joueurs, on est chacun devant un plateau, devant un quart de la carte, et finalement au début de la manche, on va pouvoir utiliser notre argent pour créer des bâtiments sur notre quart. Des bâtiments de niveau 1 ou des bâtiments de niveau 2 ou de niveau 3, mais bien sûr pour faire un bâtiment de niveau 2, il faut déjà un bâtiment de niveau 1, etc. On a différents types de bâtiments, des bâtiments plutôt militaires, des bâtiments plutôt de commerce, des bâtiments plutôt de religion ou de politique. Quand vous créez un bâtiment, vous gagnez instantanément des points de victoire, mais surtout ces bâtiments-là vous permettront dans un second temps d'y mettre des ouvriers, mettre des sénateurs, je crois, ou je sais plus, je sais plus. Enfin, mettre vos ouvriers qui vous permettront d'activer une action. Si vous mettez votre personnage sur un bâtiment politique, ça va vous permettre d'aller poser un vote au niveau du petit rond central, qui est le Sénat, qui va être une sorte de zone de majorité. C'est-à-dire que si vous arrivez à mettre 3 de vos jetons de votre couleur d'affilée, vous allez gagner des points de victoire. Si vous réussissez à la fin de la partie, avoir vos jetons, vos votes à certains endroits, ça va vous permettre de scorer des points. Mais attention, il n'y a que 5 votes à la fois. Donc si vous avez des votes, mais qu'il y a quelqu'un qui met un 6e, le vote tout en dessous va être viré. Donc petit à petit, on va essayer de se sortir nos votes les uns les autres pour être bien placés. On va pouvoir aussi jouer au niveau de la religion, c'est-à-dire qu'on va faire notre panthéon. On a tous des tuiles pour faire vraiment un vrai panthéon en 3D, c'est plutôt sympa. On a toutes les pièces personnelles, sauf qu'il y a une pièce pour la base et une pièce pour la tour en elle-même, qui vont être des pièces communes. Si on est le premier à faire la base, on va pouvoir prendre la pièce d'or qui va rapporter plus de points de victoire que la pièce d'argent et la pièce de bronze. Donc là, il y aura une petite course. Si on se place sur notre bâtiment, sur un bâtiment militaire, on va pouvoir les mettre des soldats sur la carte. Là, ça va être un jeu de majorité. Et une autre des possibilités, mais je crois qu'il m'en manque une, ça va être d'aller récupérer des cartes. Ces cartes-là, on va pouvoir en faire des collections. Si on a 3 cartes d'une même couleur, d'une même famille, ça nous fera des points de victoire. Il me manque vraiment une dernière collection. J'ai un trou, mais c'est pas bien grave. Donc clairement, ça va être un jeu où il y aura plein de petits mini-jeux en un. On va devoir choisir où est-ce qu'on se positionne, histoire d'être rentable. On va essayer de faire un petit peu tout. Et la petite particularité, les 2 particularités, c'est qu'on a déjà un personnage qui va avoir finalement une asymétrie. Sans avoir de vrais pouvoirs personnels, on va avoir pas le même nombre de votes disponibles, pas le même nombre de soldats disponibles. On va être un petit peu en asymétrie. Et je vous dis des bêtises parce qu'on a quand même quelques pouvoirs, mais ces pouvoirs en fait vont être dépendants la prochaine particularité, c'est qu'on va pouvoir finalement se faire des pièges, on va pouvoir comploter. Comploter, c'est mettre sur le plateau un petit token Vendetta, vous le placez sur le plateau. À la fin du tour, vous récupérez donc vos personnages, vous récupérez de l'argent en fonction de ce qui se passe, de la population qu'il y a dans le quart, vous taxez votre population et vous tournez le plateau d'un quart de cercle ou d'un cercle entier, d'un demi-cercle, ça dépend d'une pioche d'événements en début de tour qui vont vous donner un petit bonus ou un petit malus et le sens de rotation. Et donc finalement, le complot que vous avez placé, il va tourner autour du plateau. Il va peut-être passer en face de votre voisin de gauche ou le voisin d'en face, etc. Et c'est vous qui décidez quand est-ce que vous activez le complot. Quand vous activez le complot, vous allez pouvoir activer un des 3 petits pouvoirs qui, eux, sont dépendants du personnage que vous contrôlez pour aller emmerder les autres. Mais attention, c'est pas parce que vous complotez que l'autre ne peut pas comploter en retour, etc. Donc il va y avoir un petit jeu, un petit peu de mind game où attention, c'est un peu l'arme, la bombe nucléaire, c'est une arme de dissuasion. Vous avez votre complot, est-ce que c'est à toi que je vais l'utiliser? Attention, tu as intérêt à me laisser tranquille. Donc sur un jeu multijoueur, en plus du jeu de la mécanique en elle-même, il va sûrement y avoir un petit peu de discussion de attention. Si tu me fais ça, si tu me bloques le passage là, que tu me fais tel truc, si tu me voles la pièce que je veux, moi je vais te lâcher mon complot, etc. Donc il y a probablement un petit peu de négociation. Donc ça en soi, ça marche plutôt bien, c'est assez fluide, les règles sont compréhensibles, c'est pas un jeu avec une immense profondeur non plus, mais c'est un jeu qui est plutôt rigolo, qui passe probablement plutôt bien en multijoueur, même si en multijoueur ça va être quand même assez chaotique, parce qu'il y a toujours plein de complots à droite à gauche. Je pense vraiment que c'est un jeu qui est plus fun que vraiment profond, parce que ça doit être difficile de gérer tout ça. En solo, on va jouer contre un automa qui sera, j'ai oublié comment il s'appelle, mais celui qui a tué, qui a fomenté le complot contre César, Cassius, je crois. Et du coup, il va toujours jouer en face de vous, vous n'aurez pas d'adversaire sur les côtés, donc de toute façon, vos complots, pour les activer, il faudra forcément que ça soit en face. Mais du coup, le jeu va être un tout petit peu plus... il y aura un peu plus de réflexion, vous allez un peu plus pouvoir avoir la main sur les votes, sur la majorité au niveau des militaires.
C'est un jeu qui, encore une fois, n'a pas une immense profondeur, qui, je pense, n'est pas la configuration la meilleure en solo, mais c'est plaisant. C'est un jeu grâce au matériel qui s'installe assez vite. Il y a une petite mécanique de rotation de plateau, de gestion d'un seul quart à la fois du plateau qui est assez intéressante. Encore une fois, ça manque de contrôle parce que si ça trouve, vous allez bien majorer un plateau, un quart de plateau, de manière à ce qu'il vous aide dans vos objectifs. Mais tout simplement, si vous n'avez pas de chance avec les événements, peut-être que ce plateau-là que vous avez bien amélioré, il ne reviendra pas chez vous avant une paire de tours. Donc voilà, il va falloir faire comme vous pouvez au moment T. Il va falloir surtout, à la fin de la partie, avoir réussi à dépasser les 70 points, les 80 points, je ne sais plus. Mais voilà, l'automa finalement ne va pas scorer réellement. Par contre, il va avoir des actions en cours de partie qui vont vous faire baisser vos scores et vous allez faire en sorte de le tirer le plus possible vers le 80. Donc c'est un jeu qui est plaisant. C'est un jeu qui est assez original par son gameplay, par le fait qu'il associe plein de petites mécaniques qui sont justifiées d'un point de vue thématique, même si on ne ressent pas à fond la stratégie. Mais voilà, c'est plaisant. C'est un petit jeu familial. C'est un jeu qui est probablement beaucoup trop cher. Non pas eu égard du matériel, parce que ça, j'y connais rien, mais pour le genre de jeu, pour la profondeur, pour la rejouabilité, il me semble que c'est 60 €. C'est vrai que c'est très cher. Je dis pas que ça ne les vaut pas d'un point de vue matériel, encore une fois, mais c'est vrai que ça va être quand même le plus gros frein des jeux à 60 €. C'est cher, c'est vraiment des jeux où on s'attend à poncer, avoir une belle courbe de progression. Là, ça ne va pas être le cas. On va être quasiment OP dans la manière de jouer dès la fin de la première partie. Donc, c'est vrai que c'est un jeu, finalement, on va probablement avoir rapidement tendance à la ranger, ou ça va être le genre de jeu qu'on va faire une partie, une fois, de temps en temps. Donc le jeu est vraiment beaucoup trop cher et ça va lui porter préjudice, mais en soi, il est plutôt correct, ni bon ni mauvais. Pour moi, ça vaut quand même un zeugma d'argent, puisque j'ai quand même apprécié. J'en ai fait plusieurs parties, il y a quand même 5 ou 6 personnages différents qui vont faire qu'on va changer un petit peu notre manière de jouer. Le jeu est plaisant, un jeu où vous allez pouvoir faire autre chose en même temps, mais qui va vous apporter une petite impression ça ne va pas nous donner une impression de déjà vu comme pas mal de jeux, même s'il n'y a rien de nouveau. Ça donne une petite sensation de fraîcheur qui est quand même plutôt bienvenue. Voilà pour cette vidéo. Finalement, moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est Fleet the Dice Game, le zeugma d'or de la semaine. Il n'y en a pas toutes les semaines, d'ailleurs, il n'y en a pas eu, je crois, depuis la création, je sais pas, on s'en fout, de toute façon, ça sert à rien. Mais finalement, voilà, vous savez à quoi j'ai joué cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce à quoi vous avez joué. Comme d'habitude, il y a des liens affiliés pour, du coup, il n'y aura pas de lien pour le Clone Wars et Age of Rome. Les deux autres jeux ne sont pas dans le commerce, parce que ce sont des jeux qui ne sont jamais sortis en France. Il va y avoir un gros programme pour les jours à venir. Il va y avoir une vidéo quasiment tous les jours, pendant 8 jours. Il y a juste vendredi de la semaine prochaine où il n'y aura pas de vidéo. Bon, la vidéo de lundi, c'est une vidéo d'1 minute. Petite connerie, mais il va y avoir quand même beaucoup de contenu. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ça. J'espère que ça vous plaira. Moi, je serai la semaine prochaine à Cannes. Ce sera la première fois que j'irai au Festival de Cannes. Première fois tout court que je ferai un festival de jeux de société. J'y vais un peu plus en mode découverte qu'autre chose, même si j'ai mon petit badge influenceur là. Mais voilà, j'y vais plus pour voir à quoi ça ressemble. Si je joue pas, peu importe. Si je vois pas grand monde, peu importe. Je vais découvrir. N'hésitez pas à me saluer. Je suis un peu timide, donc si vous faites un coucou de loin, je vais pas penser que c'est pour moi, je vais penser que c'est pour le mec derrière moi. Donc n'hésitez pas à insister avec le regard pour que je comprenne et que je détourne pas tout de suite le regard. Mais on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.